qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qu'on souhaite, nous, pour les 10 prochaines années, dans quel scénario, justement, on souhaite se positionner. Donc, on a fait trois hypothèses, en fait. On pourrait avoir un système alimentaire très globalisé, c'est-à-dire essentiellement avoir une agriculture qui évolue en se basant beaucoup sur des importations. Donc, on laisse la tendance se poursuivre, une agriculture un peu en déclin, et on assure notre consommation alimentaire essentiellement par des importations. L'agriculture se concentre sur des produits de niche sur lesquels elle peut avoir un avantage, comme la vanille ou le miel, des choses comme ça. Mais bon, c'est pas ça que l'on souhaite. On pourrait aussi avoir un système alimentaire totalement libéralisé. Donc on aurait quelques grosses entreprises qui, certaines existent déjà, mais qui prendraient de plus en plus d'importance. Les petits agriculteurs disparaîtraient progressivement, auraient beaucoup de mal à subsister. C'est pas non plus le type d'agriculture que l'on souhaite. Et le scénario, nous, dans lequel on se place, c'est ce qu'on appelle un système alimentaire territorialisé. Donc produire sur le territoire pour alimenter la population de façon saine, équitable et durable. Donc, à travers ce scénario, le schéma directeur, en fait, s'organise, vous allez le voir, autour de quelques axes qui indiquent très clairement que nous souhaitons développer l'activité agricole au service de la cohésion sociale dans les archipels, organiser des filières qui nous permettront d'accroître ce qu'on appelle notre souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire du pays, mais aussi nos exportations, avec à chaque fois des systèmes de production très respectueux de l'environnement, donc avec le minimum d'impact. Vous savez que l'agriculture est une activité qui peut avoir de forts impacts sur l'environnement si on n'y prend pas garde. Et donc là, maintenant, on fait la promotion de techniques, notamment l'agriculture biologique ou tout ce qu'on appelle l'agroécologie, et avec une gouvernance transformée. Donc ça, il s'agit en fait de mieux associer tous les acteurs à la gouvernance de notre politique agricole. Il faut... Là, si tu peux passer la diapo. Donc on a une architecture, en fait, vous le verrez après, avec une trentaine d'orientations. Donc un premier axe, donc développer l'activité et l'emploi dans les exploitations agricoles comme outil de cohésion sociale qui nous permettra d'avoir des agriculteurs avec plus de moyens, plus de terres, un meilleur financement, meilleure formation, en s'appuyant sur deux piliers essentiels. Donc d'une part, toutes les filières de production, les grandes filières alimentaires que l'on connaît, donc qui doivent être développées, mais aussi des filières sur l'exportation, donc des produits de niche qu'on a déjà. Donc ça nous permettra d'avoir des productions mieux insérées dans des filières durables, alimentaires et d'exportation. Ensuite, des axes qui recouvrent l'ensemble de nos actions, c'est ceux dont je parlais sur ce qu'on appelle la transition agroécologique, c'est-à-dire une agriculture biologique avec moins d'impact sur l'environnement et avec une gouvernance du système alimentaire permettant donc au final plus d'activités d'emploi dans l'agriculture, plus de produits locaux, de meilleure qualité, accessibles aux consommateurs, préservant l'environnement et adaptés à chaque archipel. Donc voilà, ça c'est l'ambition, c'est le souhait, ce sont les objectifs de notre schéma directeur. Si tu peux passer. Très rapidement, retenons un chiffre, c'est qu'a priori, on devrait augmenter la production agricole commercialisée d'environ un tiers, un peu plus, 35-40% sur 10 ans. Si tu peux passer. Donc cette augmentation se fera en conservant à peu près le même nombre d'exploitations agricoles, conservant à peu près le même nombre d'actifs. Alors, les gens pourront nous dire « mais c'est pas très ambitieux, vous n'allez pas créer d'emplois ». Il faut quand même savoir que pour pouvoir conserver ce même nombre d'actifs, il faudra remplacer déjà toutes les personnes qui partiront à la retraite. Et donc, ça fait au minimum 3 à 4 000 emplois 4 000 jeunes qui devront insérer le secteur agricole dans les 10 prochaines années. Donc, c'est quand même un objectif ambitieux. Et surtout une tendance qui doit s'inverser par rapport à une agriculture où on a de moins en moins d'actifs, essayer d'inverser la tendance. Donc ensuite, tout ça doit se faire avec, a priori, 800 hectares de terres cultivées supplémentaires. Je ne tiens pas compte du COPRA. Si vous voulez quelques chiffres, ce qu'on appelle la surface agricole utile en Polynésie
L'ensemble des terres cultivées, c'est à peu près 40 000 hectares. Là-dessus, vous avez à peu près 30 000 hectares de cocoteries, 6 000 hectares de pâturage et 3 000 hectares, 3 500 hectares de, disons, ce qu'on appelle les fruits, les maraîchers, les produits vivriers. Ça fait à peu près 3 500 hectares. Donc il y a une augmentation d'environ 800 hectares de terres cultivées. Si tu peux passer. Et là, après, on va balayer ça très très vite, parce que sinon on aurait pour une bonne demi-heure. Donc là, vous voyez déjà les 6 premières orientations qui vont être mises en œuvre dans le cadre de l'axe 1 dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on a des actions sur le foncier, sur l'installation des jeunes, sur les aides aux investissements, la formation, la production agricole sur atoll. Cette orientation 6, en fait, devrait aller dans l'axe suivant, où il s'agit notamment de développer les structures d'abattage animal dans les îles. Il n'y a qu'un abattoir à Papara, il n'y a rien dans les archipels, c'est des choses à faire. Si tu peux passer la diapo suivante. Donc là, on a un peu le cœur de l'activité agricole. Donc on parle de sauver la filière porcine qui est en difficulté, de favoriser, là il y a tout un réseau de transport, de collecte, de hangars de stockage et de collecte de produits qui seront mis en place dans les archipels, dans les ports, diversifier les produits de la cocoterie pour ne pas reposer que sur le copra, soutenir les filières avicoles, c'est-à-dire les œufs, le miel, soutenir les filières bois, il y a un gros programme bois dans le schéma directeur, soutenir la filière fruits. Je peux passer sur l'axe 3. L'axe 3, ce sont les filières qui sont plus sur l'exportation ou des filières à haute valeur ajoutée. Donc ce qu'on appelle les PAM, c'est les plantes aromatiques et médicinales, mais il y a aussi les plantes ornementales. On a aussi un certain nombre d'autres cultures comme par exemple la canne à sucre qui peut se développer, le cava, tout ça font partie de ces filières. Il y a également une action qui vise à mettre en place ce qu'on appelle des signes de qualité pour bien différencier nos produits sur les marchés, que ce soit le marché local mais surtout sur les marchés extérieurs. Et l'orientation 3, c'est vraiment tout ce qui est chimie verte, filière innovante. Donc tout ça, on a donc des orientations avec des listes d'actions qui seront mises en œuvre. L'orientation 4. 4, c'est la transition agroécologique et l'agriculture biologique en lien avec le système alimentaire et la gestion durable des ressources naturelles. Parmi ces orientations, celle sur laquelle on reviendra un petit peu en fin d'exposé, c'est l'orientation 4.3, soutenir les projets alimentaires territoriaux, approvisionnement de la restauration collective à partir des produits locaux, circuits courts et agrotransformation. Donc le reste, ce sont des orientations donc, qui visent effectivement à assurer ce qu'on appelle la transition agroécologique de notre agriculture. C'est-à-dire de passer d'une agriculture à fort impact environnemental à une agriculture qui a un impact environnemental le plus faible possible et qui au contraire participe à la préservation de l'environnement. L'axe 5 suivant, la diapo suivante, liste un petit peu des orientations qui sont toutes autour de la gouvernance, sur le statut d'agriculteur, sur la chambre d'agriculture et son rôle, le rôle des coopératives, la nécessité d'avoir une police phytosanitaire et zoosanitaire aux frontières plus efficace, la plus efficace possible en tout cas pour nous préserver de toutes les maladies qui n'existent pas encore ici. Le renforcement de la direction de l'agriculture, de la direction de la biosécurité, la mise en place d'un observatoire des prix, des marges, et enfin une meilleure coordination interministérielle, y compris dans nos partenariats avec l'État, l'Union européenne, pour le pilotage de notre schéma directeur. Alors je crois qu'après, j'ai dû laisser une diapo rapidement sur... oui, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout ça, c'est le coût de toutes ces actions. Le schéma directeur, on a voulu chiffrer ce programme de 10 ans. Donc en fait, pour pouvoir savoir quand même où on va et ne pas faire des promesses en l'air, on va dire, tout ce qui est proposé est chiffré. Et alors on voit que globalement, il y a une évolution, on va dire, d'environ 30% du coût du soutien public à l'activité agricole.
Ce qui est quand même important de voir, c'est l'augmentation importante des aides, hein, puisque la part des aides qui est ici à ce niveau-là passerait en fait de 2,8 milliards en 2020 à 4,3 milliards en 2030, avec beaucoup d'aides qui viendraient en plus du COPRA. Bon, c'est une des particularités aujourd'hui de notre agriculture, elle est finalement assez peu aidée. Je ne sais pas si la dernière diapo, elle n'est pas spécialement intéressante. On voit simplement que les premières années, il y a une augmentation des coûts du budget qui globalement ensuite diminuera pour revenir à un niveau légèrement supérieur à ce qu'il est aujourd'hui en 2020. Avec également une part de l'Europe. En fait, on va essayer de faire participer davantage l'Europe au financement de notre agriculture. Si tu peux passer la diapo suivante. Voilà pour la présentation très rapide du schéma. Et on va juste rentrer dans la diapo suivante, qui est donc cette orientation 4.3 sur les projets alimentaires territoriaux. Approvisionnement de la restauration collective et touristique à partir des produits locaux, circuit court, agro-transformation. Donc tu peux mettre la diapo suivante qui est la liste des actions. Alors à ce niveau-là, de quoi il s'agit véritablement quand on parle donc de projets alimentaires territoriaux? D'abord, donc, vous avez vu que l'objectif général de ce schéma directeur, c'est quand même de mieux nourrir la population avec notre agriculture locale. Donc, la crise sanitaire qu'on a connue là a permis de mettre en évidence des fragilités de notre système et à la fois de nous faire réaliser qu'il y avait un potentiel non utilisé. Alors, fragilité de notre système parce qu'on repose beaucoup sur les importations. Donc, il faut absolument, sur énormément de produits, qu'on soit quand même plus en capacité de produire nous-mêmes notre alimentation. Je ne vous cache pas que les toutes premières semaines de la crise sanitaire, on a eu de vraies inquiétudes parce que dans les scénarios les plus noirs, on va dire, on a imaginé la Polynésie pendant 1 mois et demi sans bateau venant de l'extérieur, et on aurait des vrais problèmes. Et donc on a fait un exercice théorique, nous, qu'est-ce qui se passe si véritablement on est un jour dans cette situation ? Alors là, Dieu merci, on a trouvé quand même quelques solutions, mais on a décidé du coup de travailler sur ce qu'on appelait un plan d'urgence alimentaire, un peu comme un exercice incendie. Si jamais ça arrivait, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que malgré tout on survive ? Alors bon, eh bien, la Polynésie a de la chance. Alors là, on va sortir des bonnes pratiques en matière de diététique, mais on a imaginé un régime alimentaire de crise, véritablement de crise. Et en réalité, ce qui nous sauverait quelque part, c'est notre potentiel en termes de cocotiers. On a, au travers de notre production de copra, on a en fait dans nos archipels un potentiel sur les arbres, sur nos cocotiers, d'alimentation qui nous permettrait, en situation de crise, encore une fois, de faire face à nos besoins essentiels. Après, bien sûr, il y aurait tout ce qui est produit de la mer. Avec la pêche, notamment la pêche hauturière, la pêche lagonaire, on a largement de quoi satisfaire nos besoins en protéines animales. Des légumes, les fruits, tout ça, ça viendrait compléter notre alimentation, évidemment les produits vivriers. Mais pour ce gros déficit, si on n'avait plus de farine, etc., ben on pense qu'une coco par jour et par personne, ça nous permettrait de tenir. Voilà. Alors les médecins nous ont dit qu'au bout de 15 jours, ça posera quelques problèmes, mais enfin bon, on s'adaptera, et puis à la guerre comme à la guerre. Non mais je referme la parenthèse, mais partant de là, on a également la crise du Covid-19 et les difficultés que ça va entraîner dans un certain nombre de familles qui sont subitement privées d'emploi. Déjà, on avait des difficultés, enfin, avec la direction de la santé, on a des actions communes également. Donc on va, depuis le management dans quelques mois, on privilégie l'autoproduction dans les familles. Et on a des actions qu'on est en train de mener avec les communes, avec des désignations de référents communaux un petit peu spécialisés dans le domaine agricole, pour promouvoir l'agriculture en jardins familiaux, simplement en tant qu'appoint dans l'alimentation des ménages. Donc hier d'ailleurs, il y avait une émission, la Fallait Maheuil, où on a présenté les tutoriels qui vont être disponibles d'ici 2 mois à peu près, 1 mois et demi, 2 mois, et qui sont vraiment destinés à des publics non agriculteurs,
également aux enseignants, puisque je sais maintenant qu'il y a beaucoup d'initiatives dans les écoles de potager pédagogiques. Donc c'est des tutoriels qui visent à permettre aux familles qui n'y connaissent rien au départ en agriculture d'apprendre les rudiments, quelques bases, pour pouvoir produire, même si on a 10, 15, 20, 30 mètres carrés, 50 mètres carrés, on peut faire des choses utiles quand même pour contribuer à l'alimentation du ménage. Donc ça, c'est une piste d'action également qu'on veut développer. Mais pour revenir à ces projets alimentaires territoriaux, et c'est là où, pourquoi notre présence ici, ils sont quand même beaucoup orientés sur la restauration scolaire. On a fait une étude assez poussée l'an dernier qui a montré qu'il y avait encore un potentiel important dans la restauration scolaire pour développer l'utilisation de produits locaux. Donc l'idée, c'est de remplacer le pain par des bananes de temps en temps, d'introduire plus de taro, plus de houlou. À la fois, on va dire, c'est bon pour les agriculteurs qui ont des marchés nouveaux, mais c'est bon également pour les enfants parce que ce sont des produits qui sont de qualité, qui souvent des qualités diététiques, donc meilleures que les produits importés. Et ça permet aussi de construire le goût de nos jeunes. Et on sait bien que c'est souvent à l'école ou pendant les périodes là, de 0-10 ans ou 0-15 ans que se construisent des habitudes alimentaires. Donc l'idée, c'est quand même d'améliorer la qualité des repas et d'habituer la jeunesse polynésienne à consommer plus de produits locaux. Donc ces projets alimentaires territoriaux, on est en train de commencer à les mettre en œuvre en relation avec le SPC, pas uniquement, on le fait aussi avec l'éducation pour l'enseignement secondaire. On a une toute première action qui va démarrer avec la commune de Tevayuta, on a une première réunion de travail, et on va se fixer des objectifs pour véritablement, à partir d'un niveau donné, augmenter la quantité, la part de produits locaux dans la restauration scolaire. Il y a vraiment des marges de manœuvre intéressantes, mais aujourd'hui, la plus grosse difficulté pour réussir ces projets, c'est d'avoir une production locale en régularité et de qualité. Le problème du prix, il est important, mais ce n'est pas un problème insurmontable. Par contre, c'est évident que les gestionnaires de cantines, s'ils n'ont pas la production, les produits qu'ils veulent au moment où ils veulent, il ne se passera rien. Vous irez chez Sipac ou ailleurs, vous continuerez à servir du riz, des pâtes, des pommes et des poires à nos enfants. Ce n'est pas le but. Donc le principal travail, nous on est convaincus qu'il appartient au service de l'agriculture. Il faut que nous on arrive à organiser les producteurs pour pouvoir répondre aux besoins des communes. Mais si on ne se met pas tous autour de la table, les gens concernés dans une zone donnée, on n'arrivera à rien parce que c'est vraiment un travail de proximité au quotidien. Donc on va s'en donner les moyens. À côté de ça, on a des soutiens importants qui sont mis en place avec des unités de transformation en agroalimentaire qui vont être mis en place dans beaucoup de communes où là on va construire en fait des petites unités de transformation agroalimentaire et on va faire des appels à projets pour voir les agriculteurs intéressés et à chaque fois nous on va se positionner pour essayer d'orienter par exemple une unité vers l'approvisionnement d'une cantine en permettant peut-être la congélation des produits, l'épluchage des produits avant que ça soit livré aux cantines, ou le stockage des produits en période creuse, enfin tout ça visant à mieux alimenter les cantines. À ce stade, j'ai dit moi l'essentiel. Bon, bien sûr, si vous avez des questions, on peut y répondre. En tout cas, merci. Merci pour cette présentation. Alors, vous voyez, avoir les produits locaux dans nos cantines, c'est important, n'est-ce pas? D'ailleurs, on a vu ça depuis toute cette matinée. Alors, quand je vois... Vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être dit? Moi, j'ai retenu quelque chose. Développer l'activité, l'emploi dans les exploitations agricoles, familiales. C'est un outil de cohésion sociale, c'est vrai. Alors, le souci aujourd'hui... J'ai vu des agriculteurs ici à Tevayuta,
eh ben, ils fournissent dans les magasins. Dans les magasins. Aujourd'hui, ils ont une grosse difficulté parce qu'il y a des plus gros producteurs. Et on parle d'équité là, hein? On a dit équitable. Il y a des plus gros producteurs tels que Carrefour qui a sa propre exploitation agricole, Agrifarm ou Agrifim, je ne sais pas. Alors, du coup, et en plus, ils cassent les prix. Enfin, c'est ce que les agriculteurs me disent. Donc, c'est difficile pour nos agriculteurs d'ici d'écouler leurs produits. Comment faire si on veut parler d'équité? C'est une question clé, hein, tout ça. C'est aussi pour ça qu'on en parlait de scénario. Il y avait le scénario d'une agriculture, un système globalisé, enfin libéralisé. C'est là quelque part la tendance actuelle. Et c'est très difficile en fait de lutter contre cette tendance, hein, avec des gens de plus en plus gros qui achètent des terres, qui sont très productifs. On a des exploitations sous serre maintenant de 25 hectares, c'est énorme. Nous, on essaye. Alors là, une des manières, c'est de regrouper les agriculteurs, c'est de mieux les former, c'est de mieux les aider à investir. C'est aussi de les orienter sur des marchés dans lesquels ces grosses exploitations ne vont pas. Parce que globalement, jusqu'à présent, ces grosses exploitations, elles produisent surtout de la laitue, de la tomate, un peu les courgettes et encore. Donc elles sont sur 3-4 légumes, certes les plus consommés, mais il y a tout le reste. Et puis justement, au travers de l'approvisionnement des cantines, avec les produits vivriers, ça peut être des débouchés possibles. Mais ta remarque est tout à fait juste et on sait qu'il y a ces difficultés pour les petits agriculteurs. Puis il y a aussi tous les marchés de proximité. C'est aussi quelque chose qu'on souhaite développer. Soit le e-commerce, les paniers, des choses comme ça. Comme le marché du terroir voilà, aussi, c'est bien voilà. pour nos ça, agriculteurs. ça permet, Voilà. c'est des débouchés pour les petits agriculteurs. Voilà. Sinon, les cantines. Donc, c'est tout. Cantines. Alors, justement, parlons d'approvisionner nos cantines. Je vais m'adresser à... Merci.